Le murmure des tambours d'acier retentit au crépuscule du petit quartier industriel de Sant'Agata Bolognese, où chaque vitrine de l'usine Lamborghini était encore couverte de poussière d'argile. Le silence s'était abattu sur la fabrique un mardi matin de décembre, 23 000 ouvriers recevant une enveloppe sans jamais la lire. Personne n'avait demandé ce qu'elle contenait, mais dans les archives de la petite ville, la lettre était signée d'un nom qui ferait frissonner les rivaux. Ferruccio Lamborghini. Dans la pénombre d'une salle de réunion, 3 jeunes hommes, Giovanni Paolo Dalla, Paolo Stanzani et Bob Wallace, s'étaient réunis autour d'un bureau usé, leurs doigts tremblants sur des plans qui semblaient plus fous que les rêves des ouvriers. Giovanni, le fils d'un modeste couturier, écrivait à sa mère chaque soir, décrivant le bruit des machines comme le souffle d'un dragon qui voulait se libérer. Paolo, né dans une famille de mécaniciens, comptait les heures passées à reconstituer des schémas à la lueur d'une vieille lampe à incandescence, craignant chaque seconde que le propriétaire du grand tracteur ne découvre leur secret. Bob, un pilote de rallye au regard dur, gardait une photographie jaunie de son père, disparu dans un accident de course, comme un talisman contre l'échec. Leur ambition n'était pas de fabriquer une voiture, mais de répondre à une provocation gravée dans l'esprit de Ferruccio. Rendre l'italien plus rapide que Ferrari. Cette querelle, née d'une dispute sur les transmissions de tracteurs, s'était transformée en une obsession qui traversait les salles d'assemblage comme une lueur d'ambre. Le propriétaire des tracteurs, jadis fier de ses moteurs robustes, se trouvait désormais à la croisée des chemins, partagé entre la sécurité d'un empire agro-industriel et le frisson d'un projet qui pourrait renverser les piliers du prestige automobile. Pendant ce temps, dans le petit village de Serravalle, les familles qui vivaient du travail à la chaîne regardaient leurs enfants jouer près des vieilles locomotives, ignorant que leur père travaillait sur un secret qui changerait l'équilibre du monde automobile. Un père, Lorenzo, ramassait chaque soir les pièces métalliques que son fils déposait en pleine cour, pensant que la chaleur du fourrissait du futur, alors que la même chaleur forgerait le cœur d'une V12 qui allait bientôt battre le tempo de la légende. Les ingénieurs, malgré leurs ressources limitées, prirent la décision audacieuse de placer le moteur V12 dans le centre du châssis, une idée qui aurait pu rester un simple croquis sur du papier blanc. Le concept venait d'un lieu improbable, la Mini Cooper, dont la transverse du moteur avait inspiré le revirement radical de la configuration. Cette révélation, que peu savaient, allait transformer la Miura en le premier supercar à moteur central, une innovation qui aurait pu rester cachée dans les sous-sols de l'usine si les 3 hommes n'avaient pas osé faire pivoter le V12 de 90 degrés. Le risque était énorme, car chaque centimètre gagné augmentait la complexité de la lubrification, chaque soulevé de poids accentuait la fragilité de la transmission. Les premiers prototypes sortirent du garage obscur, leurs silhouettes nues sous les projecteurs de la nuit, tandis que les dirigeants de la société observaient les chiffres des ventes de tracteurs grimper timidement, inconscients du volcan qui se formait sous leurs pieds. La tension monta d'un cran lorsque les premiers essais sur piste révélèrent une accélération qui faisait vibrer les vitres des immeubles voisins, attirant les regards jaloux d'un public qui ne savait pas encore que le son du moteur serait bientôt l'écho d'un danger imminent. Dans le même temps, la femme de Giovanni, Maria, recevait chaque jour une lettre de son mari, décrivant la magie des courbes de la carrosserie comme une poésie que seule la route pouvait lire. Elle gardait précieusement ces mots, tout en craignant que le feu du désir ne consume la stabilité de leur foyer. La famille de Paolo, quant à elle, comptait chaque euro économisé pour les frais de scolarité de leurs 2 enfants, ignorant que la prochaine facture serait le prix d'une décision qui les mettrait tous en péril. Tout semblait converger vers une révélation. Le tableau d'avancement affichait une courbe ascendante, chaque ligne de production franchissant un nouveau jalon, chaque nouveau jour apportant une confiance grandissante. Le PDG, loin de sentir le poids de l'histoire, annonçait aux actionnaires que la meilleure année de l'entreprise était à l'horizon. Le public, attiré par les promesses d'un futur flamboyant, ne voyait pas encore les fissures qui se formaient sous le châssis. Quel secret se cachait dans le coin obscur du bureau où les plans du virage à 90 degrés reposaient? Et pourquoi ce geste audacieux, né d'une Mini humble, pouvait-il à la fois sauver et condamner le rêve des 3 visionnaires? Vous sentez-vous le frisson d'une découverte qui pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir?
partagez dans les commentaires ce qui, selon vous, a poussé ces hommes à défier le consensus, et dites-nous jusqu'où vous iriez pour toucher l'inconnu. La nuit tombait sur la périphérie de Sant'Agata, mais les lumières du chantier ne s'éteignaient jamais. Dans un hangar oublié, entouré de machines qui vibraient comme des bêtes endormies, 3 silhouettes s'affairaient autour d'un moteur qui, pour la première fois, était à même de toucher le sol d'un futur monstre de vitesse. Giovanni, les yeux creusés par des rêves de fer et de feu, déroulait un plan sur une feuille jaunie. Chaque trait semblait tracé à la hâte, mais chaque ligne portait le poids d'une conviction. Paolo, les doigts tachés d'huile, calculait les forces de torsion sur une vieille calculette mécanique, conscient que chaque erreur pouvait transformer le prototype en épave. Bob, les oreilles creusées par le rugissement des moteurs d'essai, murmurait au piston comme à des créatures sauvages, persuadé que seule l'adhérence d'un cœur humain pouvait dompter la bête. À l'échelle du secteur automobile, les géants de l'époque s'apprêtaient à écrire leur manuel de production en béton, mais la petite équipe de Lamborghini défiait le modèle établi. Là où les constructeurs traditionnels empilaient des années de recherche derrière des portes blindées, ces 3 jeunes hommes marchaient à 2 pas du chaos, convaincus que la passion pouvait remplacer la bureaucratie. Leur pari se jouait à chaque boulon serré, chaque vis mise en place, chaque souffle de cuivre qui s'élevait au-dessus du bourdonnement des machines. Leurs parents, loin des ateliers, sentaient le poids d'une ambition qui grondait comme un orage sur les collines de la vallée, ignorant que leur fils allait scier le lien entre le passé et le futur. Le premier prototype, surnommé « l'ombre », sortait du moule d'un alliage d'aluminium, un matériau qui, jusque-là, n'était employé que dans les ailes d'avion de la guerre. L'idée était venue d'une ancienne ingénieure aéronautique qui, après la guerre, cherchait à redonner vie à des pièces inutilisées. Ce choix inattendu accordait à la carrosserie une légèreté inégalée, mais imposait à chaque technicien le devoir de maîtriser une technique de soudure réservée au hangar. À chaque fois que la tôle était pressée, un frisson parcourait les rues de la ville voisine. Les habitants de Bologna, qui s'étaient habitués au bruit des tracteurs, entendirent pour la première fois le sifflement d'un acier qui se dressait contre la gravité. Les chiffres du marché montrèrent rapidement que la concurrence n'accordait aucune place à l'audace. Les grandes usines, avec leurs chaînes de montage infinies, produisaient des véhicules en série, tandis que la petite équipe de Lamborghini s'armait de nuit contre l'obsolescence. Leur budget était une marge de manœuvre réduite, à un compte en banque qui pouvait disparaître du jour au lendemain. L'un des investisseurs, un banquier discret, posa un ultimatum. Un seul modèle commercialisable d'ici à la fin de l'année ou la porte se ferme. Le silence qui suivit fut plus lourd que le métal qui se forgeait sous leurs mains. Dans le foyer de la famille de Giovanni, la petite fille de 7 ans, Lina, attendait chaque soir le retour de son père, les mains tremblantes d'impatience. Elle ne comprenait pas les schémas, mais elle savait reconnaître le parfum de l'huile chaude et le frôlement d'un métal qui se refroidissait. Un soir, lorsqu'elle posa sa tête sur les genoux de son père, il lui fit promettre de garder le secret, car le monde ne serait pas prêt à entendre le battement d'un cœur mécanique qui voulait courir plus vite que le vent. Cette promesse devint un lien invisible entre la maison et le laboratoire, un pacte qui, sans le savoir, scellerait la destinée de chaque rivet. Le jour de la première présentation publique, le salon de Genève déboula sous un ciel d'acier. Les journalistes, vêtus de costumes impeccables, s'attendaient à contempler une création élégante. Mais le moteur, installé transverse, criait son existence comme un faucon qui se lance dans les airs. Au moment où la clé fut tournée, les vibrations parcoururent la salle, faisant frissonner les vitrines d'argent. Un ingénieur, discret, s'approcha du tableau de bord et remarqua une anomalie. Des micro-fissures apparaissaient le long du carter, témoins d'une contrainte inattendue. Il murmura à son collègue que la disposition du V12, si brillante dans les plans, pouvait se révéler mortelle si le liquide de refroidissement ne suivait pas le même chemin que le feu. Cette découverte, dissimulée derrière les applaudissements, déclencha une série de débats internes. Le directeur commercial, visionnaire, voyait déjà la Miura s'emparer des routes de la Riviera, tandis qu'un chef de la maintenance, plus pragmatique,
calculer le nombre de pièces qui devraient être remplacées avant le premier kilomètre officiel. Chaque décision semblait pousser la trajectoire du projet vers un abîme de possibilités, où succès et désastre s'entremêlaient comme les spirales d'un coil. La tension augmentait. Chaque réunion devenait une partie d'échecs où chaque pion pouvait devenir la prochaine victime. Et alors que les regards se tournaient vers la bande dessinée du futur, un bruit sourd résonna dans l'atelier de nuit. Le moteur vibrait d'une façon que personne n'avait anticipée, comme s'il voulait s'échapper de son cadre. Les yeux de Paolo se posèrent sur un compteur qui, pour la première fois, affichait une valeur au-delà du seuil prévu. Le chiffre, invisible aux simples observateurs, indiquait que le carburateur était poussé à son maximum, un signe que la quête de puissance était en train de dépasser la marge de sécurité. Quelle force cachée se dissimulait derrière ce dépassement? Et quel serait le prix à payer lorsqu'une machine, poussée au-delà de ses limites, décidera-t-elle de trahir ses créateurs? Dans les prochains instants, un phénomène inattendu surgira, révélant une vérité que même les pionniers de la vitesse n'avaient pas encore imaginée. Vous avez déjà senti le frisson d'une invention qui pourrait tout changer, mais jamais au point de mettre votre vie en jeu? Partagez dans les commentaires le moment où vous avez été confronté à un choix impossible, ou dites-nous si vous auriez eu le courage de prendre le volant d'une telle création. Le silence qui s'était installé dans les ateliers de Sant'Agata se mua en un bourdonnement sourd, celui d'une décision prise sous la lueur tremblante d'une ampoule à incandescence. Les ingénieurs, habités par la conviction que l'avenir de la voiture allait dépendre de la bravoure de leur conception, choisirent d'enfermer le V12 cylindre au sein du châssis sans jamais donner au public le droit de lever le capot. Fermer le moteur, c'est le protéger, déclarait le chef de projet, les yeux rivés sur les courbes du prototype. Ce n'était pas une promesse de sécurité, c'était une promesse de prestige. La Miura devait rester un mystère, un monstre à l'intérieur d'une coquille de fibres, inaccessible aux regards curieux. À l'échelle de l'usine, la démarche ressemblait à un pari colossal. Les bureaux de Lamborghini, ornés de plans colorés, étaient envahis par des dossiers de financement, des lettres d'investisseurs italophones qui exigeaient des retours rapides. Dans le même temps, à la périphérie de la ville de Bologna, les familles de ceux qui travaillaient dans les ateliers apprenaient chaque soir que les heures supplémentaires se multipliaient, que les repas se faisaient en vitesse devant des machines qui hurlaient, que les enfants ne voyaient plus leur père rentrer avant le crépuscule. L'entreprise, avide d'impressionner les circuits de Genève et de Monte-Carlo, décidait de sacrifier la transparence sur l'autel du spectacle. Le compromis technique qui en résulta était plus qu'un simple raccourci. En repositionnant le moteur de 4 cm vers l'avant, les conducteurs gagnaient un centre de gravité qui promettait des virages aigus comme des lames. Mais le système de refroidissement, négligé dans la hâte, devint un labyrinthe de conduits étroits où l'huile peinait à circuler, où la chaleur s'accumulait comme une bête enfermée. Aucun test d'endurance n'était prévu pour mesurer les conséquences d'un fonctionnement prolongé à plein régime. Les ingénieurs, persuadés que leurs calculs étaient infaillibles, ne virent pas le signe avant-coureur qui se dessinait sur les relevés thermiques. La température du bloc dépassait les limites recommandées, mais la donnée était rangée sous le terme « anomalie marginale » et reléguée à l'arrière-plan des réunions de direction. Dans le même temps, une petite communauté d'ouvriers, menée par Marco, un soudeur de 32 ans, ressentait l'effet d'une charge invisible. Son fils, Luca, venait de sortir d'un collège où il apprenait les bases de l'électronique. Le soir, Marco rentrait à la maison avec les mains noircies, racontant à sa femme la peur qui le tenait éveillé chaque fois qu'un témoin de soudure scintillait dans l'obscurité du garage. Il ne savait pas que ce même éclairage masquait le premier signe d'un incendie qui, le temps d'un instant, aurait pu se propager à toute la chaîne d'assemblage. La décision de ne pas ouvrir le moteur ne signifiait pas seulement une mise en scène pour les salons. Elle signifiait également que les mécaniciens, privés de la possibilité de diagnostiquer le problème, n'avaient plus aucune chance de réparer les fissures naissantes sous l'huile. La pression s'accrut lorsque les premiers journalistes, attirés par les rumeurs d'une voiture qui dévorait la route, firent irruption à l'exposition de Genève. Le groupe de photographes, armé de flashs éblouissants, scruta chaque tableau de bord, chaque courbe du tableau de bord,
mais aucun ne put pénétrer la cage de protection. Un ingénieur de la presse, après avoir fait le tour du stand, demanda à l'équipe de conception si l'accès au moteur était rendu impossible par une contrainte réglementaire. La réponse, vague et rassurante, fit naître dans les esprits un doute sourd. La Miura était trop parfaite pour être ouverte. Peut-être que le secret résidait dans son impossibilité même. Ce n'était pas tant une réponse qu'une invitation à imaginer un danger invisible, un danger qui pouvait se manifester sans avertissement. Les retours des premiers propriétaires, achetés à prix d'or, commencèrent à filtrer. Un aristocrate britannique, fier d'avoir acquis la première Miura, raconta à son cercle que le moteur semblait vibrer comme une créature vivante lorsqu'il franchissait les cols alpins. Son interlocuteur, journaliste d'une revue automobile, demanda s'il avait remarqué une odeur étrange d'huile brûlée. L'aristocrate, sourd au questionnement, resta sur son honneur et déclara que la question n'était pas pertinente. Mais derrière les mots se cachait la première plainte officielle, le premier souffle de feu qui allait bientôt dévorer le mythe. Dans la petite ville de Bardi, où la plupart des pièces étaient usinées, le chef d'atelier Giovanni reçut une plainte d'un client qui venait de remarquer que la jauge de température affichait souvent des chiffres dépassant le seuil de sécurité. Giovanni, qui avait vu son père travailler d'arrache-pied dans l'atelier, ressentit le poids d'une responsabilité qui ne lui appartenait pas. Il envoya un rapport à la maison mère, décrivant une série de surchauffes intermittentes. Mais le courrier se perdit dans l'engorgement administratif, noyé par la euphorie des ventes qui explosaient. Le même soir, une bouffée de chaleur s'échappa du moteur d'une Miura garée devant le bureau du directeur commercial, déclenchant une petite flamme qui se consuma rapidement, sans jamais toucher les spectateurs du salon, mais laissant une marque indélébile sur le tableau de bord de la confiance. Ce compromis, perçu comme une protection, devint la béquille qui maintint la voiture en bordure de la catastrophe. L'entreprise, persuadée que le voile de mystère la protégerait des critiques, s'enferma dans un piège de soi-protection. Les ingénieurs, fatigués par les nuits blanches, virent leurs rêves se transformer en une promesse silencieuse d'échec, sans jamais pouvoir la tester sous le prisme d'une transparence réelle. À la même époque, un père de famille, André, dont la fille venait d'obtenir son permis, acheta la Miura pour offrir à son épouse la sensation d'une liberté nouvelle. Le soir même, alors que l'automobile filait sur l'autoroute, la chaleur monta rapidement, la fumée s'échappa du capot et la voiture s'immobilisa sur la bande d'arrêt d'urgence. André, les yeux emplis de larmes, comprit que le secret protégé était en fait une menace latente. Chaque nouvelle anecdote renforçait le cercle vicieux. La confiance s'effritait, les tests se faisaient plus rares, les décisions plus précipitées. La direction, soucieuse de préserver les chiffres de vente, imposa à la division R&D une règle implicite, ne plus remettre en question le choix de sceller le moteur. Le processus de validation devint un théâtre où les acteurs jouaient leur rôle sans jamais oser lever le rideau. Le spectateur, s'il s'aventurait à regarder les lignes de code du logiciel de gestion thermique, ne verrait que des valeurs qui semblaient correctes, mais y masquaient une faille structurelle, un vide qui finirait par se remplir de chaleur. Cette cascade d'erreurs n'était pas la conséquence d'une intention malveillante, mais bien d'une série de raccourcis découlant d'une confiance aveugle dans le génie. Le réseau d'ateliers, les familles qui vivaient à l'ombre des machines, les investisseurs qui suivaient le cours du marché, tout était entraîné dans une spirale où chaque décision renforçait la suivante, rendant la correction de l'erreur de plus en plus difficile. Au moment où la Miura s'apprêtait à franchir le seuil du succès mondial, une question persistait, tapie dans le cœur de ceux qui la construisaient. Pouvait-elle réellement supporter la chaleur d'une ambition qui la poussait au-delà de ses limites de conception ? Et vous, avez-vous déjà senti que la recherche du secret peut devenir le catalyseur d'une perte invisible ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Racontez l'histoire d'une décision qui, sous le vernis du génie, a tout de même changé le cours d'une vie. Le prochain instant dévoilera ce qui s'est réellement passé quand, pour la première fois, le moteur a cédé sous la pression d'une surchauffe inespérée. Quel fut le premier feu qui a consumé le mythe ? Les premières lueurs d'un soir d'été 1967 s'étaient immiscées dans les allées du salon de Genève, où la Miura, drapée d'un rouge incandescent, avait attiré les regards comme une promesse de gloire. Quelques semaines plus tard, les premiers propriétaires, confiants,
emmenaient leurs bolides sur les routes sinueuses des Appalaches, loin des regards critiques. Mais la nuit du 18 juin, dans une petite ville du nord-est américain, le moteur, enfermé dans son écrin, décida de se rebeller. Un grondement sourd monta du compartiment central, suivi d'une explosion qui projeta des étincelles au-dessus d'un ravin. La carrosserie flamboya, la flamme léchant la peinture, et les vitres se brisèrent comme des éclats d'une illusion. Ce drame, relayé par les colonnes de presse, fit basculer l'atmosphère du luxe à la peur. Les actionnaires de Lamborghini, qui jusqu'alors considéraient le projet comme un pari audacieux, virent leurs investissements menacés par un problème qui ne pouvait plus être masqué. Le conseil d'administration, habituellement discret, convoqua une réunion d'urgence dans la salle de conférence de Sant'Agata, où l'on comptait les pertes en millions de lires italiennes. Le directeur financier, les sourcils froncés, annonça que les garanties d'assurance refusèrent de couvrir les incidents liés à la combustion du moteur, un point que les ingénieurs, tout en admirant la beauté du design, avaient relégué au second rang. Dans la ville de Bolzano, où une petite équipe d'ouvriers assemblait les pièces de la Miura, le tonnerre du même incendie résonna comme un rappel brutal. Marco, père de 2 enfants, rentrait chez lui après une journée de travail. Il retrouva la maison illuminée par les sirènes des pompiers, le voisinage rassemblé autour d'un feu qui consumait l'un des rares véhicules de prestige du quartier. La porte du garage s'était ouverte, laissant filtrer une chaleur oppressante. Les flammes léchaient le parquet, le métal crissait sous la pression du feu. Marco sentit son cœur se serrer lorsqu'il vit la silhouette d'une Miura réduite en charbonne, son rêve d'enfant se dissolvant dans la fumée. Pendant ce temps, les grandes chaînes de concessionnaires d'Europe, qui avaient commencé à recevoir les premières livraisons, constatèrent une montée inexorable des réclamations. Les techniciens, dépêchés sur les routes de la Côte d'Azur, découvraient des traces de suie incrustées dans les conduits d'aération. Un diagnostic poussa une équipe à démonter le moteur dans la salle blanche de Maranello. Ils notèrent que le système de refroidissement, conçu pour un environnement de course, était dépassé lorsqu'il était employé sur des routes urbaines où les embouteillages créaient des microclimats de chaleur. L'erreur de conception, qui n'avait jamais été anticipée, était désormais gravée dans les dossiers de maintenance. Cette cascade de problèmes fit chavirer le moral de l'entreprise. Le propriétaire, Ferruccio, habitué à la combativité des tracteurs, se montra d'abord stoïque, déclarant que chaque échec était une étape vers la perfection. Mais à l'intérieur, les portes du bureau se fermaient plus souvent, les conversations se faisaient plus courtes, et le murmure d'une possible ruine s'élevait dans les couloirs. La direction, cherchant à apaiser la presse, publia un communiqué où l'on promettait de réviser les spécifications techniques. Mais les journalistes, peu patients, interrogeaient déjà les futurs acheteurs sur la sécurité de la nouvelle icône. Dans la petite ville de Modena, la famille de Luca, mécanicien du garage local, vivait le jour où l'un de leurs clients, un collectionneur passionné, arriva avec une Miura qui dégageait une odeur de brûlé. Le moteur, sous la capot, s'était arrêté brutalement, comme s'il avait été étranglé. Luca ouvrit le capot, sentit la chaleur résiduelle, puis constata un joint qui s'était déformé, une fissure invisible à l'œil nu. Le client, les yeux remplis de larmes, expliqua que la voiture était un héritage transmis de père en fils, que la machine était le cœur battant de sa lignée. Luca fut confronté à l'impossible, réparer l'indestructible en sachant que chaque geste pouvait rendre l'âme de la voiture irrémédiablement brisée. Alors que les ventes s'effritaient dans les grands showrooms de Milan, une nouvelle fuite d'informations éclata sur la toile des journaux spécialisés. Un ingénieur, qui désirait rester anonyme, décrivit comment le système de ventilation centrale, conçu pour accélérer le débit d'air autour du V12, favorisait en fait la formation de poches de chaleur insoupçonnées. Ce détail, qui semblait mineur, était désormais la clé d'une série d'explosions qui coûtaient la vie à des conducteurs, ou du moins, leurs rêves. En même temps, des employés de la chaîne d'approvisionnement à Turin subissaient les conséquences d'un embargo commercial croissant, alors que les gouvernements européens, alarmés par les accidents, envisageaient d'interdire l'exportation de véhicules équipés de ce moteur central. Le poids du désastre se mit à peser sur les épaules des familles liées à l'entreprise.
La fille de l'un des designers, qui travaillait dans le même atelier que son père, reçut une lettre où l'on annonçait qu'elle devait quitter la ville pour éviter les pressions des manifestants qui réclamaient des comptes. La mère de l'ingénieur chargé du montage, assise dans l'attente d'un appel, regardait les photos de la Miura qui, autrefois, symbolisait la victoire de l'art italien, se transformer en cendres. L'émotion collective se cristallisait dans le silence d'un café de Bologne, où les anciens clients discutaient à voix basse, craignant d'attirer le feu sur leurs propres souvenirs. Alors que les critiques s'amplifiaient, les assureurs, autrefois alliés, refusèrent de couvrir les sinistres, invoquant une clause de « risque non déclaré ». Le manque de financement fit vaciller la capacité de Lamborghini à lancer la prochaine série, et les investisseurs, rappelant les leçons du passé, retirèrent leurs capitaux. Les usines, autrefois fourmillant d'activité, virent leurs machines se refroidir, les lignes d'assemblage se transformer en allées vides. La ville de Sant'Agata, qui vibrait au rythme des moteurs rugissants, ressentit le frisson d'une économie qui s'effondrait doucement, chaque arrêt de production résonnant comme un glas. Le bruit des moteurs s'éteignit, mais le souvenir d'une flamme qui avait consumé les rêves persista. Au crépuscule d'un mois d'octobre, alors que les feuilles tourbillonnaient sur le parking du musée automobile, un dernier lot de Miuras fut mis en vedette, leur carrosserie brillante mais ternie par le temps. Un conservateur, les yeux fatigués, observa le public qui s'était rassemblé, fasciné par la beauté qui avait défié le destin. Il murmura, presque pour lui-même, que la vérité se cache dans la chaleur qui a fait lever les roues. Mais alors qu'il fermait la porte du musée, le reflet d'une plaque gravée à l'intérieur révéla une inscription oubliée. Le chiffre qui devait changer le cours de l'histoire. Qui, dans nombre, a tiré le dernier fil qui a scellé le sort de la Miura? Et pourquoi ce fil était-il si fragile dès le départ? Qu'avez-vous pensé de la façon dont un rêve peut devenir un fardeau? Partagez vos impressions, discutez de ce qui vous a le plus frappé et n'hésitez pas à raconter une anecdote similaire que vous avez vécue ou entendue. Le son d'un moteur qui gronde depuis les archives du musée s'estompe, mais son écho persiste dans les lignes de conduite des constructeurs contemporains. Chaque fois qu'un ingénieur, à la lueur d'un écran de simulation, décale le centre de gravité d'une supercar d'1 centimètre, il fait un clin d'œil à une vision née dans l'atelier de Ferruccio, une décision qui a fait vibrer les routes italiennes et a fait frissonner les collectionneurs à Zurich. Dans les usines de la montagne valaisanne, les cadres consultent les courbes de la Miura comme on relit un poème, cherchant le point d'équilibre entre beauté sauvage et maîtrise technique. Le même désir d'atteindre le cœur de la machine conduit aujourd'hui les jeunes startups à développer des batteries au lithium-soufre. Elles se retrouvent, à l'instar des pionniers de l'époque, à devoir contenir le feu sans le laisser s'échapper. Dans la petite ville de Sant'Agata, là où les cheminées de la forge se mêlaient aux cris des enfants, les fils de l'atelier ont grandi parmi les pièces de rechange. Luca, petit-fils de l'un des soudeurs qui avait d'abord installé le V12 décalé, raconte les nuits où le parfum du carburant se mêlait aux biscuits que sa mère faisait sous la lueur d'une lampe à huile. Il se souvient du jour où le nouveau propriétaire de la petite concession a ramené le premier modèle restauré, les yeux embués de larmes de gratitude. La Miura, pour lui, n'est pas seulement un chef-d'œuvre de design, c'est le témoin vivant d'une communauté qui a appris à survivre aux caprices d'un marché impitoyable. Cette même communauté a vu des jeunes ingénieurs d'aujourd'hui abandonner des emplois sûrs pour créer des prototypes qui, comme leurs aînés, risquent de brûler les économies familiales avant de toucher le ciel. À l'échelle globale, les enseignes de luxe ont intégré le principe du moteur central dans leur programme de performance, transformant une idée audacieuse en norme industrielle. Les modèles de prestige, de la Ferrari à la McLaren, portent désormais le poids d'une philosophie qui a d'abord défié les conventions de la chaîne de montage. Mais la question qui surgit dans les couloirs des directeurs de recherche n'est pas seulement technique. Comment garder le feu créatif sans laisser les flammes dévorer les équipes? Les rapports de santé mentale des cadres de la haute technologie, publiés récemment, décrivent une hausse inquiétante de l'épuisement, rappelant les nuits blanches des ateliers de la fin des années 70, où les ingénieurs, sous la pression d'une échéance, sacrifièrent leur repos.
Ainsi, la légende de la Miura se reflète dans les dilemmes contemporains. L'ambition peut se transformer en vice lorsqu'elle n'est plus encadrée par la prudence. Dans les rues de Tokyo, un designer de voitures électriques, inspiré par la silhouette affûtée d'une Miura, a intégré des courbes rappelant la queue de poisson dans une berline silencieuse. Son équipe, pourtant, a dû affronter une série d'incidents durant les essais, où les batteries surchauffaient et les modules d'alimentation explosèrent, rappelant les premiers incendies qui avaient terni la réputation du modèle italien. Le parallèle est saisissant. L'obsession du centre de gravité, la quête de la perfection et les risques associés à un manque de vérification rigoureuse restent identiques. L'histoire s'achève sur un tableau affiché dans un hall d'exposition. La Miura, sous un projecteur, semble vibrer, comme si elle attendait le prochain souffle qui la relèvera ou la consumera. Alors que les collectionneurs se disputent les dernières pièces de métal et de cuir, la question qui se glisse dans les murmures des conservateurs d'art automobile est plus profonde que la valeur monétaire. Pourquoi la silhouette de la Miura continue de hanter les rêves des designers, même lorsqu'ils proclament que l'avenir doit être électrique? Cette énigme, qui se tisse entre l'éclat des chromes du passé et les lueurs néons du futur, trouve son indice dans les premiers croquis de ceux qui, sans le savoir, ont posé les bases d'une nouvelle esthétique. La réponse apparaît à l'orée du prochain chapitre, où les archives se mêlent aux prototypes modernes pour dévoiler le secret qui a traversé les décennies. Quel sentiment vous inspire la Miura aujourd'hui? Partagez dans les commentaires le moment où vous avez senti que l'histoire d'une voiture pouvait toucher votre propre trajectoire, que ce soit dans votre travail, votre passion ou vos décisions de vie. Votre avis pourrait éclairer d'autres voyageurs de l'ombre à la recherche d'une étincelle d'inspiration.